Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Strasbourg pour cette édition d'Europe Hebdo. Nouvelle émission et nouveau décor. Oui Katia, et dans cette émission nous irons à Paimpol en Bretagne, une ville qui teste un champ d'hydrolienne, une machine qui permet de produire de l'électricité grâce au courant marin. Mais d'abord, l'actualité. Les dirigeants européens sont tombés d'accord pour faire l'union bancaire. Mais alors, est-ce que les banquiers comptent plus que les citoyens? C'est la question impertinente de la semaine. C'était mal parti entre Angela Merkel et François Hollande, en désaccord sur le sujet numéro 1 à l'ordre du jour du dernier sommet européen, l'union bancaire. Paris veut aller vite, faire la réforme avant la fin de l'année, mais pour Berlin, cela revient à foncer dans le mur. Le président et la chancelière finissent de s'expliquer dans les couloirs. Et quelques heures plus tard, surprise, ils tombent d'accord. L'union bancaire se fera plus tôt que prévu, comme le souhaitait la France. Elle se mettra en œuvre à partir du 1er janvier, dès lors que le cadre législatif aura été adopté. Mais l'Allemagne a posé ses conditions. Notre ministère des Finances travaille sur ce dossier, mais nous voulons réussir quelque chose de solide. Donc l'union bancaire ne se mettra pas en place avant la fin de l'année 2013. Une fois le système en place, toutes les banques de la zone euro, sans exception, seront placées sous l'égide d'un surveillant unique, la Banque Centrale Européenne, qui sera assistée des 17 banques centrales de la zone euro. Personne ne pourra plus dissimuler de bombes cachées dans son bilan sans que Big Brother ne soit au courant. Et désormais, si une banque a un problème, elle pourra demander l'aide directe du mécanisme européen de stabilité sans que les États, donc les contribuables, mettent la main à la poche. Il aura donc fallu 3 ans de travail, de discussion, de négociation pour tenter d'assainir le système bancaire européen. Mais les citoyens ont l'impression que les dirigeants portent moins d'attention à leurs problèmes, qu'ils sont moins mobilisés quand il s'agit de sauver le programme Erasmus ou bien l'aide alimentaire aux plus pauvres. Alors les banquiers comptent-ils plus que les citoyens ? Voilà, et nous sommes revenus à Strasbourg. Un député nous a rejoint, Jean-Paul Gauzès, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques ici au Parlement européen et vous siégez au sein du groupe PPE qui rassemble les partis de droite et de centre-droit en Europe. Alors je vous ai vu réagir pendant ce sujet, vous connaissez bien le monde de la banque puisque vous y aviez même travaillé il y a quelques années. Mais est-ce que pour vous, on n'en a pas un peu trop fait pour les banquiers? On a vu que depuis 2008, il y a eu beaucoup de gouvernements qui ont volé au secours de banques mal en point. Aujourd'hui, on met en place une union bancaire. Est-ce que ça va se faire au détriment du citoyen ou est-ce que ça n'a rien à voir? Non, ça ne sera pas au détriment du citoyen, c'est au contraire pour rassurer et pour donner de la solidité au système bancaire. Le système bancaire est important. Alors il y a des déviations, il y a eu des spéculations abusives, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, mais le système bancaire est important parce que c'est lui qui fournit l'énergie dont a besoin l'économie pour fonctionner. Et l'objectif, finalement, c'est premièrement de faire en sorte que la finance soit au service de l'économie réelle et deuxièmement, qu'elle ne se laisse pas aller à des pratiques qui ont été tout à fait dommageables. Mais est-ce que, typiquement, ça va permettre, le fait de confier à une autorité unique, la Banque Centrale Européenne, le contrôle des banques, est-ce que ça va permettre d'éviter demain des affaires du type affaire Kerviel? Oui et non. L'objectif, évidemment, c'est d'assurer un contrôle. Surtout un contrôle qui soit plus impartial qu'un contrôle national. C'est pour ça qu'il y a une supervision européenne. Je signale que le Parlement l'avait demandé en 2010 et que nous avions donné toute l'architecture possible. À l'époque, les États membres n'en ont pas voulu. Ils ont réfléchi, bon, maintenant ils reviennent. Vous regrettez aujourd'hui? Bien sûr, parce qu'on gagnait 3 ans. On gagnait 3 ans et c'était appréciable. Mais des affaires comme Kerviel pourront toujours arriver. C'est comme quand j'étais avocat, on me disait mais pourquoi on n'interdit pas le vol? Le vol est réprimé. Mais il n'est pas interdit. Parce qu'on ne peut pas interdire. C'est impossible d'aller contrôler les actions de chacun on peut toujours aller contrôler de façon très fine, mais pour ça il faut beaucoup de monde et c'est coûteux. Et deuxièmement, comme dans le cas Kerviel, vous avez des faux qui sont faits, c'est-à-dire que on monte une manœuvre d'escroquerie. À ce moment-là, la perception de l'escroquerie est difficile dans un système compliqué. Il faut un certain temps pour s'en apercevoir. Alors, vous dites que les banques, ça a aussi pour fonction de prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin, et notamment les jeunes entrepreneurs, les patrons de petites et moyennes entreprises. Est-ce que demain, avec ce système mis en place d'union bancaire,
les banques seront plus plus généreuses, prêteront plus facilement de l'argent à ces acteurs économiques qui en ont besoin? La supervision ne devrait pas avoir d'effet particulier sur ça. En revanche, les règles qui sont en préparation, ce qu'on appelle CRD4, c'est-à-dire les besoins en fonds propres des banques, ça, très sont de nature, aussi. c'est compliqué, mais c'est de nature à limiter la possibilité de crédit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut plus de sécurité, moins de risques dans les banques, évidemment, on empêche l'effet multiplicateur et donc il n'est pas impossible que les crédits deviennent moins disponibles qu'ils n'étaient si on met une réglementation transfert. Le problème, c'est l'équilibre entre la sécurité, le risque et l'aide à l'économie. Je crois que ce qu'il faut améliorer, c'est la mesure du risque, une mesure réelle du risque. Ce n'est pas parce qu'on demande des crédits qu'on y a droit, c'est parce qu'on fait des activités qui sont bien encadrées, mais dont le risque est maîtrisé, qu'on peut obtenir des crédits. Alors avec l'union bancaire, désormais, les États, c'est-à-dire les contribuables, n'interviendront pas directement au secours d'une banque si elle est mal en point. Est-ce que c'est ça? Ça n'est pas directement l'effet de l'union bancaire non plus, vous savez, c'est compliqué. Mais c'était la condition pour que l'Allemagne accepte que le fonds de secours européen puisse intervenir au secours des pays qui en ont besoin. Oui, parce qu'on pense que s'il y a un contrôle, une supervision européenne, elle sera mieux faite et moins discrétionnaire que si elle est faite au niveau national, bien que, par exemple, en France, le contrôle des banques se fait d'une façon tout à fait efficace. Et mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Par exemple, les Allemands ne voulaient pas, mais ils changent de point de vue, qu'on contrôle leur caisse d'épargne, mais ils voulaient qu'on contrôle les caisses d'épargne espagnoles. Voilà, ça, c'est un peu contradictoire quand même. Tout à fait contradictoire, mais c'est un des aspects aussi de l'Europe. Mais ces meilleurs contrôles, pour les contribuables, vous posez la question des contribuables, les bons contrôles permettent d'éviter les erreurs ou les difficultés. Mais le deuxième aspect de ce mécanisme d'union bancaire, ce sera la mise en place d'un système de résorption des crises des banques par les banques elles-mêmes. C'est-à-dire la création d'un fonds qui permettra, au cas où une banque aurait des difficultés, qu'on s'adresse à ce fonds pour remettre les choses au point et non plus au Trésor public. C'est-à-dire, comme le disait il y a quelques mois le commissaire européen Michel Barnier, désormais, s'il y a un problème, les banques paieront pour les banques et ce ne sont plus les États qui... Les banques paieront pour les banques, à condition que le problème ne soit pas trop grave, c'est-à-dire que le fonds, qui sera une assurance en quelque sorte, ait les moyens nécessaires pour faire face à la crise. C'est vrai que c'est pour ça qu'il faut arriver à un système de supervision efficace au niveau européen, parce que si toutes les banques avaient une crise en même moment, eh bien là, le fonds, aussi grand soit-il, ne permettrait pas de régler la question. Donc il faut éviter la reproduction de risques systémiques, c'est-à-dire du système bancaire, comme on l'a vu dans les années qui viennent de s'écouler. Alors il y a un risque qui est toujours présent en Europe. En Espagne, la banque Bankia est très mal en point. D'ailleurs, c'est un sujet central de préoccupation du gouvernement espagnol, mais typiquement, cette union bancaire ne va pas être utile pour l'Espagne. Que se passera-t-il si... l'Espagne a besoin de cet argent maintenant? Si l'Espagne a besoin de cet argent maintenant, normalement, le MES ne pourra pas fonctionner puisque les Allemands ont fait une condition de la supervision européenne, de la mise en jeu de ces sommes. Il faudra bien trouver d'autres solutions. Mais si vous voulez, l'exemple espagnol montre les limites de la supervision nationale. Lorsqu'il y a eu des tests en Espagne, les tests ont été plutôt positifs. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que ce n'était pas la réalité. Donc c'est pour ça que les Allemands, notamment, ont voulu cette union bancaire. On en reparlera très prochainement avec vous. Merci beaucoup Jean-Paul Gauzès d'avoir été sur Europe Hebdo. Alors on va parler d'un autre sujet. On va parler de David Cameron qui a ouvert les hostilités sur le budget européen. Il a dit qu'il mettrait son veto en cas d'augmentation des ressources. Déclaration tonitruante alors que dans les rues de Londres, les cris se faisaient plus forts pour dénoncer la politique d'austérité. C'est à la une de notre zapping européen. Regardez. Ma position est très simple. Si nous n'arrivons pas à un accord satisfaisant sur le budget européen, si mes partenaires souhaitent des augmentations massives de dépenses, je les refuserai. Le Premier ministre britannique David Cameron a donné des gages à sa majorité conservatrice. Il refusera toute dérive du budget européen. Il souhaite 2 budgets séparés, l'un pour les 17 pays de la zone euro et le second pour les 10 autres, dont le Royaume-Uni.
Voici mon chiffre du jour. Je crois que 16% des fonctionnaires européens gagnent plus de 100 000 € par an. Eh bien, au Royaume-Uni, au contraire, nous réduisons les dépenses des fonctionnaires et de l'administration centrale. L'austérité, ça ne marche pas. C'est le slogan phare de l'imposante manifestation qui a envahi le centre de Londres ce samedi. Ni les syndicats ni la police n'ont fourni d'estimation, mais les protestataires étaient assurément des dizaines de milliers. Je n'accepte pas cette idée de dire que notre pays serait un poids pour l'Europe. Nous sommes au contraire un acteur très important et incontournable au sein de l'Union. Voilà, alors nous sommes avec Clémentine Forissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef d'Euractiv.fr, le site d'info numéro 1 sur les politiques européennes. Alors, David Cameron a prévenu, si ça ne se passe pas comme il le souhaite, il mettra son veto au budget européen. Le budget européen qui n'est même pas encore en cours de discussion. Est-ce que c'est pas un peu dur comme position? Est-ce que c'est lui qui va donner le ton de la prochaine discussion budgétaire? Les Britanniques sont toujours dans cette position dans les négociations budgétaires à long terme, puisqu'on parle d'un budget sur 7 ans pour les négociations de l'UE. C'est pas étonnant qu'il fasse un peu la pluie et le beau temps. Ça arrive à chaque fois. Ce qui est bizarre, c'est cette position très radicale avant même que le sommet qui a lieu en fin novembre entre les dirigeants européens ait commencé. Et c'est vrai que arriver à une négociation en disant « je dirais non, quoi qu'il arrive », étant donné que les propositions actuellement sur la table sont plutôt quand même au-dessus de ce qu'ils souhaitent, c'est un peu étrange. Est-ce qu'il est en position de force, notamment face à l'Allemagne, Angela Merkel, qui a prévenu que si les choses allaient comme ça, peut-être que certains rendez-vous européens seront annulés? C'est ce qu'elle a dit dans le Financial Times. Est-ce que ça laisse augurer de discussions vraiment très tendues? On voit déjà que les Britanniques, en tout cas en coulisses, ouvrent la porte. C'est-à-dire qu'après justement la réaction d'Angela Merkel qui a dit « je ne viendrai pas, si jamais c'est pour ne pas discuter, je ne viendrai pas », je ne viendrai pas au sommet du mois de novembre. Certains porte-parole de Cameron ont dit « bon, c'est une négociation », donc ils réouvrent la porte. Donc moi je pense que de toute façon, tout le monde sera là et tout le monde va se mettre autour de la table pour discuter. Alors, précisons que c'est un budget qui est donc réduit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous. Et que certains pays poussent pour augmenter, pour mettre plus d'argent au pot commun, si je puis dire, pour pouvoir notamment financer certaines politiques. La position de Cameron, pour qu'on la comprenne bien, c'est qu'il ne veut pas du tout qu'il y ait la moindre augmentation, c'est ça? Non, il veut un gel des dépenses de façon globale, ce qui réduirait en réalité le budget à long terme de l'Union européenne. Et sa position, elle est vraiment dure par rapport à celle de la Commission européenne et même par rapport à celle de l'Allemagne, qui est légèrement en dessous, qui circule en ce moment. Alors, il a même proposé une piste pour réduire les dépenses, couper dans les salaires des fonctionnaires européens. Est-ce que c'est du vent ou qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Il n'est pas le seul en fait. Sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Ça fait des années que les États essayent de dire à la Commission il faut que vous coupiez dans les salaires de vos fonctionnaires. Pour donner l'exemple, pour montrer l'exemple. Exactement, parce que nous on le fait au plan national, donc il n'y a pas de raison que vous ne le fassiez pas. Mais c'est un mécanisme un peu particulier, tout ce qui concerne notamment les salaires des fonctionnaires. Les États s'étaient engagés par le passé à ce qu'ils soient indexés sur l'inflation. Et donc en fait, ils avaient accepté pendant un certain nombre d'années que les salaires augmentent régulièrement. Et donc il y a eu une bataille qui s'est engagée entre la Commission et les États. Ça finira par changer, mais pour l'instant, disons que Cameron n'est pas le seul à faire cette demande. Alors, pour l'instant, les voix sont un peu discordantes entre la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Est-ce que dans ces conditions, un terrain d'entente est possible sur un sujet quand même important? Il faut qu'un terrain d'entente soit trouvé, parce que personne n'a intérêt, en réalité même pas les Britanniques, à ce qu'on ne trouve pas un accord sur le budget à long terme de l'UE. Parce que si on ne trouve pas d'accord, c'est le budget de l'année précédente, pour schématiser, qui sera utilisé comme référence pendant les 3 prochaines années. Et donc, en réalité, les Britanniques qui veulent, par exemple, baisser le budget agricole et augmenter le budget de la recherche n'obtiendront pas gain de cause. Donc on va trouver une solution. Comme toujours en Europe. Merci Clémentine Forissier d'avoir été avec nous. Alors, on va parler justement de certains fonds européens qui sont utiles, qui figurent au budget européen. C'est le cas du FEDER, le Fonds européen de développement régional. En Bretagne, il a servi, par exemple, à mettre en place un champ d'hydroliennes. On va en parler dans un instant. Nora Amadi recevra Michel Rivasi. Mais voyons d'abord à quoi ressemblent ces énergies. Reportage de Pierre Lascar. À quelques centaines de mètres de Saint-Malo, sous cette route, on exploite l'énergie de la mer depuis bientôt 40 ans. L'usine marémotrice de la Rance produit de l'électricité pour plus de 235 000 personnes, soit l'équivalent de la ville de Rennes. Et le principe est on ne peut plus simple. Lorsque la mer arrive à marée haute,
on ferme l'ensemble des vannes, ce qui fait que la mer est emprisonnée dans le bassin. Une fois que la mer descend et qu'elle est descendue suffisamment, sur l'usine marémotrice c'est à peu près 4 mètres, on ouvre les vannes, ce qui permet à l'eau de passer à travers les turbines et de produire de l'électricité. Problème, une usine marémotrice ne peut être installée que sur un vaste bras de mer avec d'importants coefficients de marée. Des contraintes géographiques qui ont poussé EDF à se tourner vers une nouvelle technologie, l'hydrolien. Et c'est dans les environs de Paimpol, toujours en Bretagne, que sont testées ces nouvelles machines. Le fonctionnement de ces turbines de 16 mètres de diamètre est comparable à celui d'un moulin. L'hélice est immergée par 35 mètres de fond et est mise en mouvement par les courants marins. L'énergie produite par la rotation des turbines est transformée en électricité, puis acheminée à terre par un câble jusqu'à un transformateur raccordé au réseau électrique. Le courant est ensuite distribué aux particuliers. Vincent Dembewix, qui pilote le projet, voit dans cette nouvelle technologie un gage de fiabilité prometteur au regard des autres énergies renouvelables. C'est une énergie qui présente cette grande caractéristique d'être absolument prévisible. Et prévisible des heures et des années à l'avance, puisque on connaît des années à l'avance ce qu'est l'alternance des marées, l'amplitude de ces marées, l'heure de ces marées. Et donc on saura très exactement à quel moment on produit. Ce qui est un avantage extrêmement important pour des énergies renouvelables. Vous savez que les caractéristiques du solaire ou de l'éolien, c'est que ce sont des énergies intermittentes, avec une prédictibilité qui est difficile. Implanter de telles machines sous la mer revient à empiéter sur l'espace de travail des marins pêcheurs. Mais du côté du comité local des pêches, on a depuis longtemps accepté le partage de l'océan. Tout ce qui appartenait virtuellement aux pêcheurs il y a 40 ans ou 50 ans, la bande côtière c'était son monde, il n'y avait pas de plaisance, il n'y avait pas d'énergie marine, il n'y avait pas d'acteurs, il n'y avait que lui qui était en mer. Il s'était approprié tout cet espace. Aujourd'hui, il faut faire preuve de bonne intelligence parce que cet espace il est à partager avec tout le monde. Au final, l'impact des turbines sur le milieu marin devrait être assez limité. Moi j'étais marin de commerce et donc j'ai navigué sur des gros bateaux où il y avait des hélices de 16 ou 18 mètres qui tournent à 80, 60, 70, 80 tours minute et qui ont sûrement un impact autre à 1 mètre du fond sur la rade du Havre par exemple que des hélices de 16 mètres de diamètre qui vont tourner entre 6 et 8 tours minute. Produire à quelques kilomètres des côtes bretonnes revient à raccourcir le circuit de distribution du courant électrique. Pour le maire de Paimpol, cette proximité permet d'éviter les coupures de courant lors des grands pics de consommation. L'impact est forcément moins important de produire de l'énergie à proximité des territoires que de devoir faire venir de l'énergie nucléaire d'une centrale qui a plus de 300 km. Or, c'est bien le problème de la Bretagne, c'est le niveau de dépendance énergétique. On est à 91% dépendant de l'extérieur de la région. Forcément, le fait de venir produire dans des sites de proximité permettra d'éviter cet écueil-là. La ferme hydrolienne de Paimpol devrait être raccordée au réseau d'ici juillet 2013. Les 4 turbines fourniront de l'énergie pour environ 2000 foyers, c'est-à-dire moins que la population de la commune. Pas de quoi concurrencer à l'avenir les autres sources d'énergie. Et voilà pour ce reportage à Paimpol, signé par Pierre Lascar. Entre-temps, nous a rejoint sur ce plateau Michèle Rivasi. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne, membre du groupe des Verts. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, ce champ d'hydrolienne au large de Paimpol? Pour l'instant, c'est un test. On sait que c'est une technologie qui coûte cher. Est-ce que c'est une technologie d'avenir? Vraiment, ce sont des technologies d'avenir. Tout ce qui touche l'énergie marine, alors là, on a vu l'usine marémotrice, là, on voit les hydroliennes, qui ont un intérêt, je trouve, très important parce que le courant marin est continu, vous voyez, par rapport à des énergies alternatives, par rapport à des éoliennes. En même temps, la France est assez un peu à l'avant-garde là-dessus. Vous avez vu qu'EDF installe 4 éoliennes, je pense que c'est 2013-2014.
il y a un plan de faire des fermes carrément d'hydroliennes. Et en plus, c'est à proximité, vous voyez, de la demande par rapport aux villes. Donc c'est très prometteur. Et même si c'est cher à l'heure actuelle, eh bien plus on va multiplier ça, plus on pourra le développer et plus le prix va baisser. Regardez, le photovoltaïque, au début, il était très cher, puis maintenant, il est tout à fait abordable. Et on va arriver à un moment où tout ce qui est énergie alternative sera beaucoup moins cher qu'une énergie nucléaire qu'on est obligé de centraliser avec tout le problème du transport de l'électricité. Donc pour moi, il faut vraiment mettre le paquet sur ces énergies marines. Et quand j'ai regardé la carte européenne, eh bien la France et l'Angleterre, c'est là où il y a le potentiel sur justement les énergies hydroliennes par rapport au courant qui sont le plus développés de l'Europe. Donc allons-y. Alors on va parler bien sûr de la sortie potentielle du nucléaire ou du moins ce que ça coûte, mais est-ce qu'on a les moyens en temps de crise économique telle qu'on la connaît aujourd'hui d'investir sur ce type d'énergie sachant ce que ça coûte? Eh bien, si vous voulez, le problème du coût, il faut regarder au problème de l'emploi. Par exemple, au niveau du port de Cherbourg. 10 000 emplois créés. Exactement. Et ces 10 000 emplois créés sont beaucoup plus importants que les emplois qu'on peut créer dans le cas du nucléaire. Donc, s'il y a de l'argent à investir, parce que là, on est dans l'investissement, vous voyez, à court, moyen et long terme, cet investissement sur les énergies alternatives produisent beaucoup plus d'emplois que par rapport au nucléaire. Donc, et au niveau du coût, on pourra après exporter. Si la France devient leader, vous voyez, sur... Alors, on a parlé de l'hydrolienne, mais il y a aussi, on peut produire de l'électricité par rapport aux vagues, on peut produire de l'électricité même par rapport à une différence de salinité, une différence de température. Donc il y a un potentiel de technologies qui peuvent permettre de fournir de l'énergie, notamment au niveau à proximité, et pas comme l'ancien modèle qu'on avait, c'est un modèle hyper centralisé. Alors justement, il y a un des intervenants de ce reportage qui se faisait un petit commentaire concernant la capacité de production de ces machines. On l'écoute. Il nous paraît assez vraisemblable qu'il y aura demain des fermes hydroliennes. De quelle puissance et au total, combien la France disposera-t-elle de mégawatts installés en hydrolien? C'est impossible à dire aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît ce chiffre, Michel Rivasi? Est-ce qu'on sait combien on peut produire avec des hydroliennes? Écoutez, les évaluations qu'a fait EDF, c'est autour de 3 gigawatts. Ça veut dire à peu près 3 réacteurs nucléaires. Mais il y a d'autres sources d'énergie potentielles. C'est par exemple de l'énergie fournie par rapport aux vagues. On peut aussi fabriquer de l'électricité par rapport à des différences de température ou même de salinité. Donc il y a un potentiel énorme. Et puis il ne faut plus raisonner monoculture, vous voyez, sur la fabrication de l'électricité. Il faut raisonner plutôt territoire. C'est-à-dire, regardez tout ce qui est Bretagne, où justement il y a un manque d'électricité. On sait que tous les ans, effectivement, il y a des problèmes de rationnement parce qu'il manque d'électricité. Oui, et puis surtout quand il fait très froid, où il y a des pointes, et il y a un manque. Donc, si on multiplie, vous voyez, les sources de fabrication d'électricité en tenant compte des atouts de chaque région, et en même temps en jouant sur la diminution de la consommation d'énergie avec des appareils, vous voyez, qui demandent moins d'énergie, moins d'électricité qu'à l'heure actuelle, eh bien, on peut très bien rentrer dans le cadre de la diminution du nucléaire au profit de la multiplication des énergies renouvelables. Alors, il y a un autre problème, c'est que selon un rapport de RTE, donc le réseau de transport d'électricité, on risque d'assister en fait à des tensions sur le réseau électrique dès 2016. Il va manquer donc en 2016 1,2 gigawatts et en 2017 2,1, notamment, semble-t-il, à cause de l'arrêt de Fessenheim. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de sortir du nucléaire aujourd'hui ? Écoutez, ça, c'est des chiffres que je voudrais voir de plus près parce que... C'est un rapport qui a été rendu au mois d'octobre. Oui, si vous voulez, le gros souci qu'on a en France, c'est lors des pointes, lorsqu'il fait très froid. Puisque l'énergie nucléaire, si vous voulez, la centrale, on ne peut pas la réajuster en fonction de la demande. Donc, la première des choses que fait le gouvernement, c'est de dire il faut isoler les bâtiments pour qu'il y ait moins de demande sur l'électricité, notamment le chauffage électrique. Bon, en même temps, il faut avoir des appareils qui demandent moins d'électricité. C'est tout ce qu'on appelle la diminution de la consommation, de la demande d'électricité. Et puis ensuite, il faut diversifier. On a quelques années pour énormément développer les énergies renouvelables. Vous voyez, le photovoltaïque, il faut qu'au niveau des toits, au niveau des grandes surfaces, on puisse développer, si vous voulez, cette énergie solaire. Pourtant, regardez, le photovoltaïque, on a un petit peu planté, je dirais, la filière. L'éolien, on avait prévu... Mais qui l'a planté, la filière? Les gouvernements successifs. Voilà. Après, c'est un manque de moyens, certainement, ou peut-être un manque de volonté politique, je vous pose la question. Mais on a vu que donc l'éolien aussi n'est pas aussi développé qu'il aurait dû, selon ce qui avait été prévu en 2007 lors du Grenelle de l'environnement. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est un manque de volonté politique? Qu'est-ce qui se passe? Alors,
à mon avis, et on l'a vu sur le Grenelle, et c'est vraiment un manque de volonté politique. Parce que, un manque de finances aussi, peut-être. Mais le manque de finances, vous pouvez toujours investir. On peut toujours faire des emprunts dans le cadre de l'investissement, si vous voulez, par rapport à la demande. Or, on l'a vu sur le photovoltaïque, lorsque on a fait ce moratoire, ça a cassé complètement le développement. Moi, dans ma région, dans la Drôme, il y avait plus de 1000 emplois créés, vous voyez, sur l'installation des cellules. Toutes les entreprises ont fermé. Alors après, on me dit, mais le prix de rachat était trop élevé. Mais les industriels étaient prêts à diminuer le prix. Donc, il y a eu un manque de volonté sur l'éolien. Nous, regardez par rapport à l'Allemagne, mais c'est un abîme de différence. L'Allemagne revient au charbon. Elle sort de l'électricité nucléaire pour revenir aux centrales à charbon. Écoutez, d'abord, elles construisent de nouvelles centrales au charbon qui émettent beaucoup moins de CO2 et surtout, elles font la transition par rapport au gaz. Mais vous voyez que dans quelques années, on est à 30% d'énergie renouvelable. Donc nous, moi, je pense à quoi? Je pense à l'emploi. Pour l'emploi, il faut développer, vous voyez, on a parlé des hydroliennes tout à l'heure, c'est une source d'emploi incroyable. On va faire de l'éolien offshore. L'éolien offshore, c'est plus de 15 000 emplois dans toute la région. C'est là où il y a ce potentiel. C'est pas encore dans les vieilles énergies obsolètes qui nous posent problème si jamais il y a un accident nucléaire. Donc moi, je demande de l'audace. Il faut de l'audace, il faut de l'investissement, mais vous voyez, productif. Et puis, par rapport à la demande des gens, il faut d'abord une formation professionnelle et puis il faut absolument développer des nouvelles énergies qui entraînent beaucoup moins de risques. Bah écoutez, merci Michel Rivasi. On suivra effectivement le développement ou pas de cette nouvelle énergie. Nous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve dans 15 jours, cette fois-ci, à Bruxelles. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.